association opposée au système vaccinal actuel en fait par État aux États-Unis. Vous avez même des associations uniquement composées de médecins, de pédiatres, de neurochirurgiens, exclusivement le Council National of Aux Vaccine. États-Unis? Oui, Oui. Council National of Vaccine, Ouais. exclusivement sur leur site, qui est traduit en 12 langues. Ils écrivent que nous sommes plus d'une centaine de spécialistes de santé. Ouais. Et nous risquons notre carrière pour informer la population. Une de ces associations s'appelle Defeat Autism Now, DAN. Et la plupart des médecins qui en font partie sont des parents qui ont eu des enfants lésés aussi par les vaccins. Et c'est vrai que Mais disons, aux États-Unis, la bataille est très importante. Il y a des grandes organisations qui demandent la liberté vaccinale ou qui demandent qu'au moins les vaccins soient exempts de produits toxiques, etc., ou soient donnés. Et dans le cas du ROR, il y a aussi toute une discussion qui a été au début. Wakefield disait ok, si vous voulez les vacciner contre la rougeole, peut-être, mais donnez-leur le vaccin seul. Et là, il a eu des gros problèmes avec les autorités médicales britanniques, parce que le vaccin rougeole seul rapportait moins d'argent aux industries pharmaceutiques que le ROR. Ils ont choisi un ROR qui était fait en Angleterre, enfin des histoires financières, quoi. Alors voilà pour l'autisme. Donc j'ai parlé déjà de 3 diagnostics néfastes. L'Alzheimer qui a été mon point de départ, les 2 au niveau de l'enfance que je connais mieux. Et il y en a encore 2 autres que j'ai mis donc, sur mon joli petit dessin là. Donc vous avez autisme, vous avez TADA, vous avez Alzheimer, et puis il nous reste en petit là le cholestérol et en jaune le sida. Alors le cholestérol, j'ai beaucoup été intéressée par les travaux de Michel Delorgeril. Michel Delorgeril est un cardiologue qui travaille à Grenoble et qui a fait des études sur les méfaits des statines. Les statines sont des médicaments qui sont prescrits à des millions de gens tout autour du monde. 20% de la population d'Europe, 30% de la population américaine, enfin des chiffres incroyables, qui sont des médicaments qui baissent le cholestérol. Donc, la croyance médicale, c'est que le cholestérol est dangereux et que c'est parce qu'on a un cholestérol élevé dans le sang qu'on fait des infarctus et des problèmes artériels, des artères qui se bouchent, etc. Et Delorgeril a montré que c'est pas vrai, qu'en fait le cholestérol n'est pas le seul coupable dans les lésions qui font des infarctus, qui bouchent les artères en fait, hein, mais qu'il y a bien d'autres coupables au niveau métabolique, et qu'au contraire, c'est une molécule qui a un rôle positif dans l'organisme, et que les statines, c'est vrai qu'elles baissent le cholestérol, mais c'est pas vrai qu'elles baissent la mortalité. Donc il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, sur les rechutes d'infarctus, si quelqu'un a fait un infarctus et qu'il est sous statine, les chances de rechute sont plus importantes que s'il suit les théories de Delorgeril, qui sont beaucoup plus agréables à entendre, mais bien sûr qui rapportent moins d'argent à l'industrie pharmaceutique. Lui, Delorgeril, il a pris des groupes de gens qui avaient eu un infarctus, et pour prévenir l'infarctus suivant, il a fait 3 choses. Il leur a dit d'arrêter de fumer, de marcher une demi-heure par jour et de manger méditerranéen. Manger oméga 3, etc., le choix des lipides. Bon. Et ces groupes-là, avec ce régime hygiénique en fait, hein, c'était prouvé qu'ils avaient moins de rechutes d'infarctus. Alors bon, c'est quelque chose qui commence à passer un peu dans la tête des cardiologues et des médecins. Il est maintenant quand même
appelés dans les associations de cardiologie, etc. Mais au début, c'était vraiment le grand haro sur lui quand il a sorti son premier bouquin. Et encore maintenant, il y a beaucoup de cardiologues qui continuent à prescrire des statines. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les statines? Non seulement elles n'arrangent rien au niveau cardiovasculaire, mais elles ont des effets secondaires très graves. Un des effets secondaires très graves des statines, c'est au niveau musculaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'arrêter leur statine ou qui ne comprennent pas pourquoi ils ont des douleurs musculaires pareilles. Et il y a des gens qui doivent marcher avec des cannes. Les choses au long, je ne sais pas, mais en tout cas, je connais quelqu'un qui marche avec des cannes et il aura des cannes jusqu'à la fin de sa vie, après avoir pris des statines pendant des années. J'ai lu aussi que les personnes qui baissent leur taux comme ça de cholestérol, ils ont une tendance à être plus dépressifs que d'autres personnes. Oui. Donc après, le cheminement classique, ils sont obligés de prendre des neuroleptiques, voilà, et puis l'escalade des médicaments. C'est vrai, c'est juste, ouais, il y a plein de... Oui, les douleurs musculaires ne sont pas les seuls effets secondaires désagréables des statines, il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Alors voilà, c'est le cholestérol, et puis alors il nous reste le sida. Oui, donc le dernier. Alors le sida, mes amis m'ont dit, mais pourquoi t'attaques-tu à un sujet aussi compliqué, aussi difficile, aussi tabou? Mais ça m'a paru important quand même d'en parler. Alors, ça fait depuis les débuts des années 80, déjà en 84, ça fait 30 ans, que des chercheurs, des virologues, ont créé des associations de réflexion sur le sida autrement, en partant de l'idée que ce n'est pas vrai que le sida est dû à un virus. Alors si je dis ça à un médecin, il saute en l'air. Il dit, oh Madame Berthoud, vous êtes déjà assez folle avec cette histoire de ne pas vacciner contre le tétanos, mais si en plus vous nous dites que le sida n'est pas un virus, là vraiment vous dépassez les bornes. Hein. Mais je ne suis pas la seule. Il y a des grandes associations de virologues qui croient ça et qui pensent que la cause du sida, c'est environnemental. Donc c'est vrai que ça existe, le défaut d'immunité acquise. Donc sida, c'est syndrome d'immunité déficience acquise, déficience d'immunité. Et c'est vrai que ça existe, mais plutôt que d'une explication virale, on apporte une explication environnementale. Donc pour l'Afrique par exemple, hein, ou les pays de misère, de misère énorme, misère physique, enfin misère. Les critères du reste de Bangui du sida sont ridicules. C'est pour un Africain, c'est perte de poids, fièvre et diarrhée. Ça lui fait un diagnostic de sida. Alors après, on va faire des statistiques sur le sida en Afrique qui sont évidemment pas très justes. Et puis, alors pour le gros morceau qui est les homosexuels, les garçons homosexuels nord-américains, c'est là en fait que la maladie a été décrite pour la première fois. Alors on parle de problèmes de drogue. Il y a les poppers qui sont importants pour diminuer l'immunité, qui sont des drogues que certaines personnes prennent pour stimuler leur libido. Et puis souvent ces gens prennent beaucoup d'antibiotiques, etc. Donc ils ont des vies assez difficiles. Et puis ce qu'on sait maintenant, c'est que cette épidémie en fait de mortalité sida, c'est pas du tout un virus qui a tué les gens, c'est le médicament. Donc au début, les sidéens étaient mis sous AZT, oui, la première drogue qu'on a connue, à des doses qui sont à peu près 100 fois la dose qu'on pourrait donner maintenant, je veux dire des doses faramineuses. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que tous ces morts du sida, ils sont morts d'AZT. Du reste, il y a l'histoire d'une femme qui a 22 ans maintenant, qui a un bébé séropositif et qui a des ennuis avec les autorités médicales américaines. Elle faisait partie d'un groupe de 12 enfants roumains adoptés, donc quand elle était bébé, une vingtaine d'années. Et les autorités américaines ont forcé les parents à mettre ces enfants sous AZT. Les parents de cette jeune femme ont refusé parce qu'elle faisait des... Voilà. Ils ont réussi à passer entre les gouttes. Elle est la seule vivante. Les 11 autres sont morts.
Donc ça, c'est une histoire qui nous touche beaucoup en ce